Bienvenue dans cette exploration visuelle. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet profondément humain. Pour toutes les personnes qui cherchent à décrypter les dynamiques relationnelles un peu, disons, complexes, eh bien, c'est le bon endroit. C'est un espace calme, posé, pour vraiment comprendre ce qu'on appelle l'attachement désorganisé. L'idée ici, c'est d'amener de la clarté et surtout beaucoup de douceur sur une expérience intérieure qui, franchement, peut être très tumultueuse. Voici comment on va procéder. On a 6 étapes au programme. D'abord, on va aborder le fameux paradoxe du lien. Ensuite, on définira précisément l'attachement désorganisé avant d'observer comment ça se manifeste chez l'adulte. On verra aussi que c'est avant tout une stratégie de survie avec une vraie fonction de protection. Et enfin, on terminera sur une note d'espoir en parlant de l'évolution vers la sécurité. Allez, c'est parti. Première partie, le paradoxe du lien, ce fameux conflit entre désirer et craindre la connexion. Alors plongeons directement au cœur du sujet. Imaginez une dynamique relationnelle particulièrement déroutante. C'est le fait de ressentir un besoin absolu, presque vital, de sécurité et de réassurance venant de quelqu'un d'autre. Mais au moment exact où cette personne se rapproche, où la proximité devient réelle, boum, une terreur tout aussi puissante se réveille. C'est littéralement ça, avoir profondément besoin du lien tout en étant terrifié au même instant. Du coup, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi fuir ce qu'on désire le plus au monde? C'est tellement contre-intuitif. Et pour les personnes qui vivent cette contradiction au quotidien, l'expérience est d'un épuisement total. Avant même de sortir les grands concepts psychologiques, il faut vraiment valider cette souffrance. Chercher le lien pour se sentir envahi la seconde d'après ou vouloir être rassuré pour ensuite rejeter l'autre, c'est une instabilité extrêmement difficile à porter. Et attention, ce n'est absolument pas un choix. Et cette dualité illustre brillamment la situation. D'un côté, on a ce besoin vital de lien, et de l'autre, cette peur foudroyante de ce même lien. Ce qui est absolument crucial à comprendre ici, c'est que ces deux forces, elles ne s'annulent pas du tout. Non, elles coexistent, en même temps. Le lien est perçu à la fois comme le besoin ultime et comme le danger absolu. C'est un peu comme avoir le pied appuyé à fond sur l'accélérateur et sur le frein simultanément. Deuxième partie, comprendre l'attachement désorganisé et définir la dynamique interne. Faisons une petite pause pour clarifier une chose très importante. Parler d'attachement désorganisé, ça ne veut pas du tout dire que la personne est instable dans tous les aspects de sa vie. Pas du tout. C'est une dynamique très spécifique qui se concentre uniquement sur la sphère relationnelle. Alors, concrètement, c'est quoi? C'est une dynamique où les repères normaux de sécurité sont complètement brouillés. La figure d'attachement, donc la personne qui est censée nous apaiser, devient soudainement celle qui déclenche l'alarme. Ce n'est pas un manque de logique, c'est un conflit interne hyper profond. En gros, on cherche à fuir vers un refuge, mais ce refuge lui-même est perçu comme dangereux. Le système d'attachement tourne en boucle. S'approcher déclenche l'angoisse d'être envahi et s'éloigner déclenche la terreur de l'abandon. Troisième partie, les manifestations chez l'adulte. C'est le moment de voir comment ce conflit interne se matérialise dans la vraie vie au quotidien. Parce que comprendre ces signes, c'est ce qui permet d'avoir une vraie empathie face à des comportements qui, vus de l'extérieur, peuvent sembler totalement irrationnels. En pratique, ça donne souvent des relations qui se transforment en montagnes russes émotionnelles. On observe ce mécanisme vraiment épuisant du rapprochement suivi d'un retrait brutal. La peur de l'abandon pousse la personne à s'accrocher, mais la peur de la dépendance la force à repousser l'autre. C'est un aller-retour constant. Un coup, on idéalise la relation, un coup, on s'en méfie profondément. Forcément, réussir à stabiliser la confiance sur la durée devient un véritable parcours du combattant. Pour vraiment ancrer cette théorie dans la réalité, rien de tel que les mots de ceux qui le vivent de l'intérieur. Cette phrase « j'ai très envie d'être proche, mais dès que ça devient réel, j'ai peur », elle résume absolument tout. Le désir est là. Il est 100% authentique. L'envie d'aimer, d'être aimé, c'est vibrant. Mais la réalité de cette proximité, le fait que ça se concrétise, ça agit comme un déclencheur instantané d'insécurité totale. Et ce qui est fascinant avec cette autre réflexion, je me rapproche, puis quelque chose en moi panique, c'est justement ce mot, panique. Ça montre bien que la réaction échappe complètement à la raison. C'est pas une décision consciente du genre « tiens, je vais m'éloigner un peu ». C'est une alarme corporelle, une panique viscérale qui court-circuite le désir de départ. Le corps réagit à une menace, même si la personne en face est la plus bienveillante du monde. Quatrième partie, une stratégie de survie. Les racines précoces de la dynamique. Pour comprendre d'où sort cette panique incontrôlable, on doit opérer un vrai changement de perspective. La question à se poser, ce n'est pas quel est le problème avec cette personne, mais plutôt que s'est-il passé dans son histoire pour qu'elle réagisse ainsi.
Tout se joue souvent très tôt, dès l'enfance. Prenons le cas d'un enfant dont la figure d'attachement est à la fois indispensable, mais aussi source de peur ou d'une extrême imprévisibilité. Biologiquement, un enfant est programmé pour courir vers son parent quand il a peur. Mais que faire quand ce parent est justement la menace? C'est complètement insoluble. Pour survivre, une contradiction interne se forme. Et plus tard, à l'âge adulte, le cerveau va simplement utiliser ce même plan d'urgence, réactivant les vieilles alarmes dès qu'il y a un enjeu d'intimité. 5e partie, une fonction de protection. On touche ici à un concept crucial pour arrêter de stigmatiser ces comportements. Toute cette confusion, ces fuites, ces retraits soudains, en réalité, ça a une fonction très claire, et même vitale, c'est de la pure protection. Le conflit, à l'intérieur, est titanesque. D'un côté, il y a la part de soi qui veut désespérément se lier, aimer, faire confiance. Mais de l'autre côté, il y a cette part qui a mémorisé les traumatismes passés et qui monte la garde jour et nuit. Elle anticipe le moindre danger, l'abandon, l'invasion, la douleur. Donc ces comportements qui ont l'air chaotiques, c'est en fait la tentative héroïque d'un organisme qui essaye de gérer une souffrance massive, juste pour s'assurer que l'insécurité d'hier ne se reproduise plus jamais. 6e et dernière partie, évoluer vers la sécurité. Passons maintenant à la suite, pour voir comment on peut s'en sortir. Parce que oui, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Évoluer vers plus de sécurité intérieure, vers des relations apaisées, c'est tout à fait possible avec un peu de temps, de patience et un cadre sécurisant. Le chemin vers la guérison se fait étape par étape. Déjà, ça commence par comprendre ses propres déclencheurs, mettre des mots sur ces moments où la peur s'active. Ensuite, et c'est vraiment le cœur du travail, il faut apaiser le système nerveux, réapprendre au corps qu'il n'est plus hors danger imminent. Et enfin, ça passe par l'expérimentation concrète de liens sécures, vivre une proximité prévisible qui ne nous étouffe pas, que ce soit à travers des amis bienveillants ou grâce à un accompagnement thérapeutique solide. Il est possible d'être proche sans se perdre. C'est vraiment la pensée puissante que je voulais partager pour clôturer cette analyse. Apprendre à se lier aux autres avec moins de peur et de chaos intérieur, ça prend du temps, mais la destination en vaut tellement la peine. On peut ressentir sans se sentir envahi. On peut apprendre à faire confiance sans être brusqué. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Si toute cette peur n'était au fond qu'un vieux bouclier forgé dans le passé, que se passerait-il de merveilleux si, dans un environnement enfin sûr, on apprenait tout doucement à le baisser ?